Avec un C. Avec un C. La vraie matière première de l'éducation, c'est pas la note, c'est la correction. La vie était difficile. La vie était difficile, point. Voilà, c'est impossible d'apprendre quoi que ce soit sans être corrigé. Mais nous gardions espoir. Vous avez des élèves qui se mettent au premier rang et qui lèvent la main Mais et qui nous demandent à être corrigés. gardions, le verbe garder, Ils interagissent en classe, ils posent des Nous questions. gardions. C'est des élèves qui gardions. veulent être corrigés. espoir, Espoir. X. espoir, Espoir. E-S, Espoir. Mais ils aiment la Espoir. correction. C'est comme ça qu'on devient un bon Comme ça, élève en se l'espoir. faisant corriger Oui. souvent. espoir d'une vie meilleure, d'une V, c'est V-I-E. d'une vie meilleure, avec deux L, Meilleur. E-U-R-E, point. M-A-I-L-L-E-E-U-R-S. Meilleur, M-E-I. M-E-I. Tout le temps, je me trompe au même endroit. D'une Meilleur. vie meilleure. L'éducation, c'est aussi ça la grande question. Pourquoi est-ce qu'on éduque ? Normalement, le grand pourquoi qu'on va vous donner, c'est la liberté. On éduque pour libérer les gens. Quelqu'un d'éduqué est plus libre que quelqu'un de non éduqué. Il y a d'autres pourquoi qui viennent vraiment parasiter cette mission fondamentale de l'éducation. Et on va voir qu'ils sont très importants dans le contexte de l'intelligence artificielle. Martin Luther King, par exemple, son grand discours n'était pas « j'ai un plan », mais « j'ai un rêve ». D'où le sujet de cette conférence, IA et futur de l'éducation, en 3 actes. Pourquoi, comment, quoi. Pourquoi on éduque, comment on éduque et qu'est-ce qu'on éduque. Vous savez, toujours en matière politique, on ne parle quasiment que des programmes. C'est vrai, c'est vraiment l'objet, quand on parle d'éducation, ce sont les programmes et encore les programmes. Ça, c'est le quoi. Mais on parle très peu du comment et on parle quasiment jamais du pourquoi. Dans quel but on éduque, encore une fois, à l'échelle démocratique, à l'échelle politique. On en parle le moins possible, en tout cas dans le cas français. Au Moyen-Orient puis en Occident, l'éducation est quelque chose de très ancien. Comme on va le revoir d'ailleurs, il y avait des écoles pour enseigner le cunéiforme chez les Sumériens. Parce qu'en réalité, dès qu'on a une écriture, on commence à avoir des structures éducatives. Et comme les Sumériens ont inventé la première écriture, c'est tout à fait normal qu'ils aient aussi inventé la première structure administrative pour l'éducation, dédiée à l'éducation. Et chez les Sumériens, on avait déjà des tablettes et on apprenait aux enfants des riches à écrire sur une fin des riches, des classes moyennes. C'était un moyen d'émancipation. Si vous saviez lire et écrire, vous aviez un avantage dans la vie. Et donc, ces structures-là étaient davantage réservées aux personnes des classes moyennes supérieures. Mais vous aviez déjà donc des écoles, 4000 ans avant notre ère, où on apprenait aux enfants à écrire en cunéiforme chez les Sumériens, avec une structure qui ressemblait vraiment à nos écoles. Mais on verra qu'elle n'avait pas le même objectif. Alors, rapidement, ce pourquoi, il est mélangé à une question qui est beaucoup plus pragmatique, et qui est le pouvoir. Ici, vous voyez, en 1841, les premières guerres de l'opium, la marine britannique fracasse la marine chinoise. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Une différence fondamentale, la machine à vapeur. L'Empire britannique est industrialisé, l'Empire chinois ne l'est pas. Et pourtant, l'Empire chinois est de loin la plus grande puissance d'innovation au monde. Ils ont inventé la poudre à canon, le papier-monnaie, les feux d'artifice, les sismographes, même la vaccination. Ils inoculaient avec du pu dilué de patients morts de la variole qu'ils avaient fait bouillir. Donc vraiment, les Chinois étaient la superpuissance en matière d'innovation dans le monde, depuis 4000 ans. Et pourtant, ils se font écraser dans les guerres de l'opium et humilier. C'est le siècle de l'humiliation. C'est comme ça que la Chine va le concevoir. À partir de 1915, avec notamment Sun Yat-sen, c'est considéré comme le siècle de l'humiliation, ce qu'il s'est passé.
Et ce siècle de l'humiliation, il vient d'une différence fondamentale. Le Royaume-Uni est industrialisé et la Chine ne l'est pas. Et quand on s'industrialise, qu'est-ce qu'on fait? On a une école standardisée. Parce que l'école standardisée telle qu'on la connaît aujourd'hui est le fruit absolu de la révolution industrielle et est structurée pour apporter des compétences industrielles à l'échelle nationale. Qu'est-ce qu'amène l'intelligence artificielle? Elle amène l'homme silicium. C'est-à-dire, en gros, un homme noétisé. C'est un terme que j'ai inventé dans mes essais. C'est comme mécanisé, mais pour l'esprit. Une machine à vapeur, elle vous mécanise. Elle vous permet d'aller plus loin, plus vite. Eh bien, la noétisation, l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. Simplement, c'est un véhicule pour l'esprit. Votre esprit est véhiculé par l'intelligence artificielle qui est capable d'aller chercher des choses dans le monde de la connaissance plus rapidement. Et bien sûr, la question de la noétisation, elle nous amène du point de vue du matériel, du hardware, au graphène qui va permettre de distribuer les circuits un peu partout. Parce que le graphène vraiment permet d'avoir des circuits partout. Avec toutes les problématiques que ça représente, d'éthique, de déontologie, de surveillance de masse, etc. Mais fondamentalement, avec les technologies au graphène, vous pouvez avoir, dans 10 ans, des capacités logicielles, des capacités matérielles comparables à celles de ce MacBook Pro dans une paire de chaussettes. Rien ne vous en empêche. Avoir des micro-circuits au graphène ou des nanocircuits au graphène qui sont capables de réaliser énormément de puissance de calcul et qui sont embarqués dans tous les objets de la vie de tous les jours, y compris des vêtements ou n'importe quoi, du papier, ce que vous voulez. Eh bien oui, avec le graphène, on va pouvoir atteindre ça. Et il est supérieur au silicium. Vous savez, le silicium, c'était des circuits intégrés, c'est-à-dire on avait dans le cristal de silicium le circuit même. Eh bien, le graphène va ouvrir des perspectives de circuits intégrés qui sont encore plus folles. His security system can detect an air assault from any direction. Et ça va avoir un impact majeur sur l'éducation, parce que comme l'avait très bien compris Michel Serres, le philosophe français, on est tous devenus céphalophores, c'est-à-dire qu'on tient notre tête sur un plateau. Les saints céphalophores, ce sont ces sculptures, vous voyez un saint qui a été décapité, c'est un martyr, et il tient sa tête sur un plateau parce que, étant un saint, il est immortel. Eh bien, aujourd'hui, on tient notre tête sur un plateau dans le sens où on a énormément d'informations dans notre poche. On est céphalophore, on porte notre tête ailleurs. Ça présente des avantages et des inconvénients. Le fait de porter notre tête sur un plateau va réduire des vertus, puisque vous direz, les gens n'auront plus de culture générale puisque tout sera sur une intelligence artificielle. C'est une possibilité. Mais l'autre avantage, c'est que vous allez libérer du temps pour les humains et que du coup, ils pourront faire autre chose. Alors, en matière vraiment de politique, Vladimir Poutine a clairement dit, c'était en 2017, c'est pas le seul à penser ça, celui ou celle qui dominera l'intelligence artificielle va dominer le monde, point. C'est la nouvelle machine à vapeur. Si vous ne la dominez pas, vous êtes foutu. C'est exact. Alors, il y a plein d'avantages par rapport à la machine à vapeur traditionnelle, c'est-à-dire notamment que l'IA peut se distribuer, elle peut être open source, on pourrait créer des standards qui soient ce qu'on appelle des communs de l'humanité, de sorte qu'aucune nation ne la maîtrisa complètement, c'est possible. On peut faire ça. Pas forcément avec les machines à vapeur où il fallait les fabriquer, il fallait des usines physiques. L'IA, c'est du logiciel. Mais c'est vrai que l'IA est un instrument de pouvoir exactement de la même façon que la machine à vapeur était un instrument de pouvoir. Alors, les trois fondateurs de l'école publique obligatoire telle qu'on la connaît en France, c'est cette triade Victor Duruy, Paul Bert et Jules Ferry. Et en fait, il faut savoir que les trois vont contribuer à un aspect social très important qu'on a complètement oublié aujourd'hui, complètement, qui est, je cite, « faire de l'école l'antichambre de la caserne ». Un terme admis publiquement. En plus,
Jules Ferry ayant été ministre des colonies, vous savez que c'est lui le père de la notion de mission civilisatrice. La mission civilisatrice. Donc vous avez le célèbre discours de Jules Ferry. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Et dites-vous bien aujourd'hui que le même risque, le même enjeu existe avec l'intelligence artificielle. Ceux qui ont des intelligences artificielles et une population éduquée pour les utiliser, les améliorer, etc., vont dominer ceux qui n'en ont pas. En tout cas, c'est un risque absolument majeur. Mais avec l'avantage que l'intelligence artificielle se propage beaucoup plus vite et donc on peut supposer beaucoup plus également ou beaucoup plus équitablement, même si c'est un terme qui semble hors de propos aujourd'hui, que les machines à vapeur, où là vraiment le monde était coupé en deux. Quand on essaye d'analyser en effet le fonctionnement, la structure de l'école en France à cette époque, pas aujourd'hui, eh bien, on voit que oui, l'aspect militaire, donc disciplinaire, ça va avec, était central. En fait, l'éducation dans le modèle français, le fait qu'on ait le même programme partout, on dit nos ancêtres les Gaulois aussi bien à Cayenne, à Pointe-à-Pitre, à Dakar, à Biennois ou à Brest, bon là c'est logique, mais on a le même programme partout parce qu'il faut unifier l'Empire. Et donc ça va avoir un impact majeur sur la structure de l'éducation, parce que ça fait que le hussard noir de la République, il n'a pas d'initiative. Il y a un programme qu'il doit délivrer. Il est formé dans une école normale, et cette école normale lui remet un programme, et ce programme, il doit le suivre à la lettre. Alors, à l'époque, il y a tout de même un énorme enthousiasme avec l'école publique obligatoire, et vous avez tout un tas d'instituteurs qui vont bien au-delà du programme, c'est vrai. Mais fondamentalement, vous avez une structure hiérarchique. C'est vous devez livrer le même programme partout. Alors, sans surprise, les pays qui n'ont pas eu d'empire colonial, ils n'ont pas eu ça. Par exemple, en Suisse, il n'y a même pas de ministère de l'éducation. La France vient d'encadrer, quasiment interdire le homeschooling. L'éducation à la maison est quasiment interdite en France. Elle est presque impossible. Dans les faits, si vous êtes un Français moyen, vous ne pouvez pas légalement enseigner à la maison. Eh bien, cette loi, elle fait partie d'un groupe de lois en France qui est contre les séparatismes, l'indépendantisme, la terreur de la République en France. Alors qu'en Suisse, encore une fois, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale, donc il n'y a pas de programme national. Il y a un consensus, évidemment, des choses qui semblent importantes d'enseigner. Mais le programme n'est pas du tout aussi rigoureux et rigide qu'en France, pas du tout. Vu que vous n'avez pas de ministère et que l'éducation est une prérogative cantonale. Évidemment, tout ce dont je vous parle, vous comprenez bien que plus on va noétiser l'éducation, plus cette question va se poser. Parce que quand vous noétisez l'éducation, mais que les grands fabricants d'IA sont américains, vous avez une ingérence réelle. Monsieur Pompeux, to what do we owe the presence of the world's foremost gem expert? The chief of police sent me. Quand vous allez laisser rentrer de l'intelligence artificielle made in USA dans l'éducation, fondamentalement, les États-Unis sont rentrés dans votre éducation. Ce qui est quasiment inévitable. Oh là là, you have been duped. What? We have? Yes. By me! Mais ce qui vous rappelle que l'IA est un moyen de souveraineté. C'est pas moi qui le dis, c'est Vladimir Poutine. On peut dominer d'autres pays culturellement, par la langue, par la technologie, par les standards, etc. Par la vision du monde, ce qu'on appelle le soft power. Si vous faites partager votre vision du monde à un autre pays, vous l'avez séduit. Mais d'un point de vue géopolitique, vous l'avez dominé, puisqu'il va s'aligner sur vous dans sa conception du monde, de l'avenir, et même des droits de l'homme, etc. Donc votre vision du monde, votre capacité à la partager est un instrument de puissance. Alors parlons du comment maintenant. La planète! Oh, look out! What is that? Mel? Alors sur le comment, il faut savoir qu'on peut aller loin maintenant. Là vous voyez par exemple une étude américaine
où on prend des sujets, alors des gens qui savent reposer un avion dans un simulateur de vol, et on observe par électroencéphalogramme. C'est pas très précis un électroencéphalogramme, c'est précis dans le temps, mais c'est pas précis dans l'espace, ça vous donne pas le neurone précis qui réagit. Mais on observe leur électroencéphalogramme, et on essaie d'imprimer cet électroencéphalogramme à quelqu'un d'autre. Donc on a un pilote qui sait très bien reposer un avion, on regarde son EEG, et on se dit comment je pourrais imprimer cet EEG dans la tête de quelqu'un d'autre en lui mettant de la stimulation transcrânienne à courant direct. Alors, ça passe pas le cerveau. On a des stimulations qui passent le cerveau. C'est pas qu'on peut pas le faire. D'ailleurs, Elon Musk veut le faire avec Neuralink. Et il a demandé la permission de le faire sur les humains et il l'a obtenu. Mais l'idée, ça serait d'imprimer une connaissance dans le cerveau comme dans Matrix. Donc, cette équipe, voilà la publication originale, donc c'est 2016. Cette équipe dit, voilà, par stimulation transcrânienne à courant direct, on a réussi à obtenir quasiment à imprimer une préconnaissance dans le cerveau. En gros, les patients qui avaient été stimulés posaient l'avion plus facilement et plus efficacement sur le simulateur de vol. Donc, il y a l'idée qu'on pourrait peut-être imprimer directement une connaissance dans le cerveau. Et c'est clairement ce que veut faire Elon Musk. What are you doing here? Mais vous voyez tous les problèmes d'éthique que ça amène. Les découvertes qu'on a faites en neurosciences justifient de changer complètement l'ergonomie de l'éducation, complètement. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on a des structures qui ont une certaine forme, un certain but, mais l'IA pourrait nous amener à ça. Déjà entre la note et la correction. À quoi sert la note ? Eh ben, je vais vous dire un truc très simple. La note ne sert à rien en matière éducative. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Iris ? Alors, avec les parents, ça sert à faire que les parents aient une idée de ce qui se passe. Alors, on note l'élève, et il dit, bah ouais, moi, j'ai pas le temps, je vais pas regarder l'éducation de mon fils toute la journée, donc j'ai besoin d'un petit mémo, là, avec un carnet qui dit, il a telle note. Ok. Là, on rentre dans une discussion. C'est pour ça que Singapour et la Finlande ont éliminé les notes dans certaines parties de leur programme. Ils se sont dit vraiment à quoi sert la note et quelle est la vraie matière première de l'éducation. La vraie matière première de l'éducation, c'est pas la note, c'est la correction. Ah là, c'est impossible d'apprendre quoi que ce soit sans être corrigé. C'est impossible. Que ce soit en autodidacte ou que ce soit à l'école ou avec un concours. Vous ne pouvez pas physiquement apprendre sans être corrigé. Il faut être corrigé pour apprendre. La matière première de l'éducation, c'est la correction, c'est pas la note. Mais dès qu'on fait un peu de structuralisme, vous aurez compris que c'est l'angle de toute cette conf. 100% structuraliste cette conf. Dès qu'on fait un peu de structuralisme, on est obligé de regarder qu'un prof, il n'a pas que ça à foutre non plus. À chaque fois qu'il corrige, il faut qu'il note. Parce que l'administration, l'inspection lui demande de noter au prof. Il est obligé de noter. Il a des obligations. Vous avez un certain nombre de notes que chaque élève doit avoir reçues. C'est dans les programmes. C'est dans les hussards noirs de la République. C'est dans la superstructure qui permet de contrôler ce qu'on enseigne à l'école. Le prof, il ne peut pas corriger sans noter. Ce serait une perte de temps totale. Le prof ne peut pas corriger sans noter. Alors s'il le fait quand même, de temps en temps, à l'oral, il a fait une erreur, je ne vais pas te mettre une sale note, encore que vous avez des notes à l'oral maintenant. Donc quand vous avez corrigé un élève à l'oral, quand vous êtes prof d'anglais, il y a de fortes chances que cet événement soit partie de sa note à l'oral. Donc quasiment jamais un prof corrige sans noter. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça ? L'élève, s'il a une sale note, il va associer la sale note à la correction. Vous l'aurez dégoûté de la correction. Vous aurez créé un élève qui n'a pas envie d'être corrigé. Vous aurez créé un élève, son cerveau, il a appris un truc par association, par conditionnement pavlovien. À chaque fois que tu es corrigé, tu souffres. Alors que normalement, non. Corriger, ça ne veut pas dire souffrir. Alors oui, en français, on dit « je vais te mettre une bonne correction ». Mais non, corriger, ça ne veut pas dire souffrir du tout. Bien au contraire. Si vous voulez faire en sorte que quelqu'un apprenne vite et bien, faites en sorte qu'il adore la correction. D'ailleurs, comment vous voyez les inégalités scolaires ? Vous avez des élèves qui se mettent au premier rang et qui lèvent la main et qui demandent à être corrigés.
Ils interagissent en classe, ils posent des questions. C'est des élèves qui veulent être corrigés. Eux, ils aiment la correction. Alors l'argot français les appelle des faillots. Mais ils aiment la correction. C'est comme ça qu'on devient un bon élève en se faisant corriger souvent. L'attention du prof, elle n'est pas du tout équitable. Vous avez des élèves qui la fuient et vous avez des élèves qui la demandent. Vous avez des élèves qui sont très exposés à la correction du professeur parce qu'ils la demandent, parce qu'ils ont été conditionnés à apprendre que la correction, c'est bien. En plus, vous avez un cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est « j'ai eu une bonne note, j'ai encore plus envie d'être corrigé ». Et le cercle vicieux, « j'ai eu une sale note, je veux plus jamais être corrigé de ma vie. Je ferai tout pour plus jamais être corrigé ». Si vous avez dégoûté un élève de la correction, vous avez détruit ses capacités d'apprentissage. Pour qu'un élève apprenne vite et bien, il faut qu'il adore la correction. Mais la structure même de l'administration éducative fait qu'un prof ne peut pas corriger sans noter. Et ça lui est imposé par l'inspection, par la superstructure. Mais dans une éducation idéale, il faut faire plein de corrections. Et c'est pour ça que les simulateurs de vol fonctionnent aussi bien sur un pilote, par exemple. Un jeu vidéo, il vous corrige 10 fois par seconde. Alors qu'une copie d'examen, elle vous corrige une fois toutes les 2 semaines. Vous êtes en train de faire un examen écrit. Question 1, vous mettez la réponse, pas de correction. Question 2, vous mettez la réponse, pas de correction. Question 3, pas de correction. Ensuite, vous rendez votre copie et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes corrigé 2 semaines plus tard. Donc une correction en 2 semaines. C'est nul. Un jeu vidéo, il vous corrige 3 fois par seconde. Vous avez le joystick, vous avez fait le mauvais geste, vous voyez que l'avion il part en vrille. Vous êtes corrigé immédiatement, vous ajustez immédiatement. Et c'est pour ça que les simulateurs sont à ce point utilisés en médecine et aussi pour les pilotes. Parce qu'un jeu vidéo vous corrige 3 fois par seconde, alors qu'une copie d'examen vous corrige 1 fois en 2 semaines, et ça c'est nul. Eh bien l'intelligence artificielle, elle va pouvoir vous corriger plus souvent. Et l'intelligence artificielle va pouvoir vous corriger sans vous juger. Même avec la superstructure actuelle, j'ai pas dit qu'il fallait qu'on la garde, mais même dans la superstructure actuelle, une IA, elle peut vous corriger sans vous juger. Et ça tombe bien, c'est comme ça qu'on apprend. Gone are the days of computers as big as an elephant's bottom. Mohamed Diaby, plus jeune bachelier de France l'année où il a le bac, 14 ans, il venait d'arriver en France. Ça faisait 8 mois qu'il était en France, il a le bac à 14 ans. Arthur Rami Andrizoa, c'est le plus jeune bachelier de l'histoire de France. 11 ans et 11 mois. Vous avez jamais entendu parler de lui. L'éducation nationale française n'a jamais tiré les leçons de ce qu'il présente dans son livre, qu'il appelle « Mon école buissonnière ». Il a été éduqué à la maison, 100%. Vous avez Esther Okadé, qui a eu un PhD à 16 ans. Alors ça, là, c'est à quoi elle ressemblait quand elle a eu sa licence à 13 ans de la Open University. Aucune autre université l'aurait inscrite. Open University, très bonne université anglaise qui fait des cours en ligne. Et là, vous voyez à quoi elle ressemblait quand elle a eu sa thèse. Et elle a eu une thèse en finance, mathématiques financières à 16 ans. Mathématiques financières, hein, équation de Black-Scholes, tout ça, à 16 ans. Et dans les méthodes, vous avez une mère de famille, Karine Tripp. Elle voulait enseigner la classification périodique des éléments à ses enfants. Alors, elle les a fait jouer à la bataille navale dessus. Donc, au lieu de dire B12 cuirassé touché, il disait uranium 235 cuirassé touché. Correction, beaucoup de corrections sans être jugé. Sans être jugé, ça fait que vous avez envie de continuer. Eh bien, ces enfants connaissaient la classification périodique des éléments par cœur. Ça impressionne vachement dans un entretien d'embauche au passage. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que l'humain a de spécial que l'IA ne pourra pas lui prendre? Vous devez être complètement discipliné et vous ne devez rien mettre de personnel dans votre expérience éducative. Heureusement que ça n'a pas toujours été le cas. Heureusement que vous aviez des professeurs qui prenaient le temps d'être mentors pour leurs élèves. Mais comment ça se passait? Ça se passait en dehors des heures de classe. Quand on a un instituteur qui repère Albert Camus, il devient son mentor après les cours. La structure éducative, administrative dans le cas français, est faite de telle sorte
que le mentorat n'intervient qu'à la marge, il n'est pas au centre, il est en périphérie. Vous repérez un bon élève, qui aime bien se faire corriger, et là, vous allez lui rajouter des trucs à faire. En périphérie, en dehors, il vient après les heures de cours. C'est super d'apprendre. L'humain, il aime apprendre. Le cerveau a un appétit de connaissances naturelles à la naissance. On aime apprendre. Comment c'est possible? Les maths, c'est la plus belle science au monde. C'est inacceptable. Personne ne devrait être dégoûté des maths. Mais la capacité qu'on a eue à dégoûter les gens de tout un pan de la gastronomie intellectuelle, parce que les mathématiques, c'est un pan de la gastronomie intellectuelle. Il y a des gens qui disent ce pan de la gastronomie intellectuelle, je ne veux plus jamais en manger parce que j'en ai trop vomi. Et qu'à chaque fois que j'en ai touché, j'ai un souvenir négatif. J'ai été humilié, je me suis senti inadéquate. Vous savez, se sentir inadéquate, c'est des récepteurs de la douleur qui s'activent dans le cerveau. Quand vous vous sentez inadéquate, c'est des récepteurs de la douleur qui s'activent dans votre cerveau. À chaque fois que j'ai touché au maths, je me suis senti inadéquate, donc mon cerveau m'a appris à ne plus jamais y toucher. C'est une erreur. Les temps modernes de Charlie Chaplin, c'est quoi? C'est des gestes répétitifs et c'est l'homme au service de la machine. Et l'homme est écrabouillé par une machine qui était censée le servir. L'homme a créé la machine pour se servir et il finit par mourir pour elle. Et ça, c'est le grand dilemme de l'humanité. L'humanité crée des inventions pour se servir lui, il finit par mourir pour elle. L'IA qui broie l'homme, ça peut arriver aussi. Et ça va arriver, en fait. Si on ne réfléchit pas, si on ne fait pas le point, ça va arriver. Vous avez l'IA qui va se mettre à structurer notre pensée, qui va se mettre à structurer notre vision du monde, qui va se mettre à structurer nos décisions. Hey, mother! What? I told you were supposed to stay with the boat! Alors, justement, essayons d'élever et de faire de la sagesse, maintenant. Parce que, pour moi, le problème, c'est que Diogène est mort dans l'éducation. Diogène est mort. Alors, Diogène, c'est l'anti-Platon. On a un philosophe qui réunit les deux, c'est Socrate. Alors, Diogène avait une admiration sans borne pour Socrate. Platon va fonder l'Académie, avec un don de académos. Et Diogène va passer son temps à troller Platon. On dirait troller aujourd'hui dans le vocabulaire actuel. Notamment, Platon va définir, parce que vous savez, Socrate disait « je ne veux rien écrire, parce que toute ma sagesse ne peut se transmettre que d'humain à humain. Donc je ne veux rien écrire. » Platon, quand même, lui a dit « il faut que je note », et il a bien fait. Et il a noté, et on a eu les œuvres de Platon qui notent ce que disait Socrate. Mais Socrate disait non, ma sagesse ne peut pas être contenue dans les livres. Ça, c'est un point très important. Parce que Diogène pensera pareil, et Diogène n'a rien écrit. Ce que nous avons de Diogène, c'est sa légende, c'est sa vie personnelle. Eh bien, un de mes points de vue, c'est que l'IA va nous pousser massivement vers Diogène. Massivement. Parce que l'IA n'est pas du tout bonne en matière de sagesse, mais elle est extrêmement bonne en matière académique. L'IA, en 20 ans, peut être plus performante qu'un professeur d'université. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Pour la recherche, je ne parle même pas pour l'enseignement, pour la recherche. Donc, selon moi, l'IA dans l'éducation, elle va amener inexorablement la mort d'Homo academicus, qui est divinisé aujourd'hui, et un mentorat de masse, c'est-à-dire Léonard de Vinci pour tout le monde. Amener, ça veut dire que c'est une direction, qu'elle va atteindre complètement ce but, j'en sais rien. De toute façon, je ne prédis pas l'avenir. Je suis Léonard, disciple de l'expérience. Et quand on le rabaissait, Léonard n'a jamais été reconnu comme humaniste de son vivant. Jamais. Pourquoi? Parce que pour être humaniste, il fallait parler latin et grec. Il fallait avoir fait ses humanités. Et Léonard parlait ni latin ni grec. Jusqu'à la fin de sa vie, Léonard a galéré avec le latin. Ça veut dire que les maîtres de l'époque auraient considéré que c'était un mauvais élève. Le plus grand humaniste de tous les temps. Léonard de Vinci, tout génial qu'il fût, le latin et le grec, ça le saoulait. Et tout le reste l'intéressait, mais ça l'emmerdait. Son mentor, ça va être l'expérience. Alors, il disait,
je suis disciple de l'expérience parce que les maîtres dont vous me parlez, les profs à l'université de Bologne ou à Oxford, etc., quel a été leur maître? Ils ont eu, eux, des maîtres qui ont eu comme maître l'expérience. Alors, Léonard disait, moi, j'ai appris auprès des maîtres de leurs maîtres. Parce que le maître de leur maître, c'est l'expérience. Ça, c'est une réponse que Diogène aurait pu faire. Ça, c'est l'école de Diogène. Le Clos Lucé, c'est la bottega idéale, mais Leonardo n'a pas formé suffisamment d'élèves. Donc, Léonard est pris par François Ier en France, qui lui met un domaine à côté du château d'Amboise, et le Clos Lucé pourrait être un modèle d'école idéale. En tout cas, ça serait un très beau point de départ pour un modèle d'école idéale au XXIe siècle. Alors, au passage, dans l'éducation, vous voyez bien le parallèle, c'est-à-dire, avant, c'était les abbayes ou les mosquées, le lieu de rayonnement, mais aussi de conformité religieuse. Vous pouviez avoir des procès en hérésie, ça rigolait pas. Donc, on a vu le Clos Lucé. Dans le cas français, pour moi, un modèle vraiment fascinant, c'est le modèle abbatial. Les abbayes sont les machines à cash de l'Ancien Régime. Du Moyen-Âge, la Renaissance, jusqu'à la Révolution, les abbayes sont les machines à cash. C'est là qu'on crée le plus de valeur économique, financière, qu'on transforme les produits, les bières, les fromages, les vins, etc. Ça y est, sans l'abbaye de Clairvaux, Clarévalis, il n'y a pas de Champagne. Sans l'abbaye de Cîteaux, les cisterciens, il n'y a pas de Bourgogne. Donc c'est là qu'on fait les plus fortes valeurs ajoutées, c'est les abbayes. Et en plus, c'est d'excellents centres de formation. Donc c'était encore des lieux d'éducation très prestigieux. Et dans les abbayes, vous avez l'importance de la terre. Le jardin de curé, il est un peu surélevé parce que le moine va y passer 60 ans. Parce que dans une abbaye, on donne de l'attention à la terre. Quand vous donnez de l'attention à la terre, vous faites des découvertes. Des croisements, l'abbé Clément, la Clémentine. Ça, c'est des lieux d'enseignement et de productivité. C'est une super bottega, en quelque sorte, qui, encore une fois, générait un pognon fou. Je vous ai dit, les facs américaines pourraient ne même pas facturer leurs frais d'inscription tellement elles ont d'argent. Mais l'école pourrait gagner de l'argent. C'est que ça paraît complètement fou, mais l'instruction publique obligatoire pourrait être positive. Vous laissez passer 100 ans avec un programme national très clair où vous envisagez que les élèves travaillent un peu, comme sur le modèle de la bottega, et qu'ils puissent adresser des problèmes ouverts de l'humanité, pas juste « on va t'apprendre ce qu'on sait déjà ». Petit chanou kung fu pour smoochie smoochie. Comment les Chinois ont battu les Mongols? Par leur culture. Militairement, ils se sont fait écrabouiller, mais ils ont sinisé les Mongols en 2 générations. Et en 2 générations, l'empire mongol était devenu un empire chinois. Ça, sur le champ de bataille, les Chinois ne pouvaient pas battre les Mongols. Sur le champ culturel, ils les ont eus. Donc les 3 notions que je voudrais aborder en conclusion, c'est si vous voulez avoir une éducation nationale centralisée, très bien, faites de l'objet de votre éducation la transmission d'une culture nationale. Parlez pas d'identité nationale, ça va cliver ça. Par contre, si vous parlez de culture, vous n'aurez plus besoin de parler d'identité. Et c'est beaucoup mieux de transmettre une culture nationale qu'une identité nationale. Parce qu'une identité nationale découle d'une culture normalement, automatiquement. Le contraire n'est pas forcément vrai. La culture nationale, c'est quelque chose qui va amener une identité de façon automatique. D'ailleurs, Renan disait, une nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Et on parle à vivre ensemble, vous savez, c'est comme l'or. Le vivre ensemble, c'est comme l'or. Il y a l'or physique et l'or papier. On peut parler de vivre ensemble dans la presse, on peut en parler dans des discours. C'est facile d'en parler. Mais il faut le faire. Pour le faire, ça, c'est l'or physique. C'est le vivre ensemble physique, c'est le lingot de vivre ensemble. Une nation qui a de vrais lingots de vivre ensemble, ça donne une culture exceptionnelle. Là, ça vous donne les empires chinois, avec les Mongols et les Chinois qui travaillent ensemble. Ça vous donne les États-Unis d'Amérique, au début, ça vous donne des choses comme ça. Mais comment on fait pour vivre ensemble? Faut travailler ensemble.
La meilleure façon de vivre ensemble, c'est de produire ensemble. Ça, vivre ensemble, c'est beau comme terme, mais la meilleure façon de vivre ensemble, c'est de produire ensemble. Donc peut-être qu'une éducation nationale devrait transmettre une culture nationale en priorité. Ensuite, le concept de position centrale. Moi, je suis totalement contre le concept d'orientation actuellement, parce que je pense qu'il a échoué en France. Le concept d'orientation, on essaie de spécialiser quelqu'un tout de suite, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On dit oui, ça serait bien de spécialiser quelqu'un. Oui, mais le problème, c'est que la spécialisation, elle vient de l'intérieur. Il faut que ce soit vocationnel. Il faut que la personne, elle ait envie de le faire. Je vous ai dit, l'orientation, elle ne peut pas être administrée efficacement à grande échelle. Vous allez devoir, à un moment donné, reconnaître que l'élan vient de l'intérieur. Alors maintenant, vous allez devoir, vous, prendre la responsabilité de savoir ce que vous aimez et d'essayer plusieurs trucs, si nécessaire. Quitte à redoubler, entre guillemets, ou faire plusieurs voies. Moi, j'ai fait 3 doctorats parce que ça m'éclatait. Enfin, la méthode ingénieuse. Alors ça, on pourrait faire toute une conférence là-dessus. On a fait une différence entre la méthode scientifique et la méthode des ingénieurs. Engineering method, en français la méthode ingénieuse, qui est l'ancêtre de la méthode scientifique, c'est-à-dire essai, erreur, correction, reproduction. Essai, erreur, correction, reproduction sur des systèmes qu'on ne comprend pas. Un ingénieur, un bon ingénieur du temps de Léonard de Vinci, du temps des cathédrales, il résout des problèmes sans avoir la théorie. Ça, c'est la méthode ingénieuse. Et ça, c'est une méthode dont, si on l'enseigne à nos élèves, en effet, on les mettra en position centrale dans la vie, parce que cette méthode vous permet d'aborder à peu près tous les problèmes qui peuvent s'offrir à vous dans une vie humaine, que ce soit des problèmes de mécaniciens ou des problèmes de politiciens, ou des problèmes de pâtissiers ou des problèmes d'ingénieurs de la NASA. Alors, la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et vous avez quelqu'un d'autre qui a dit, attention, la culture mange la stratégie au petit déjeuner, mais la structure mange la culture au repas de midi. C'est vrai. Vous pouvez avoir toute la culture que vous voulez. Si vous avez fait une structure qui empêche à cette culture de s'épanouir, c'est foutu. Vous pourrez annoncer la culture, l'école de la République. Si votre structure va dans le sens opposé de la culture, c'est la structure qui gagne. C'est le fonctionnement de la structure qui gagne. Si votre structure contredit votre culture, par son fonctionnement, par son système de notation, par son système de promotion. Je vais vous donner un exemple très simple. La vocation, par exemple. Un professeur qui est aimé de ses élèves. Ben normalement, ça devrait être la norme, ça devrait être partout le cas. Pourquoi ça ne l'est pas ? Parce que être aimé de vos élèves, ça a 0 impact sur votre carrière. 0. Et je vais même vous dire mieux, ça a un impact négatif. Ça vous met en position de risque. Avoir des élèves qui rapportent qu'ils aiment votre cours, moi ce que je peux vous confirmer, et j'ai plein de collègues qui me le confirment aussi, c'est que ça augmente votre probabilité de vous faire inspecter. Donc en fait, ça vous met dans la merde. Alors que vous êtes aimé de vos élèves, c'est génial. J'ai un ami, Jean-Yves Hurtebise, il est professeur à Taïwan maintenant, à l'université. Il est sinologue, parle couramment chinois. Il enseignait la philosophie au lycée en France. Il était que professeur vacataire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas passé le CAPES ou l'agrégation. Et ses élèves l'adoraient tellement qu'ils ont créé une page Facebook In Hurtebise We Trust. Il s'appelait Jean-Yves Hurtebise, In Hurtebise We Trust. Eh bien, il s'est fait inspecter. L'inspecteur lui a dit « Mais c'est nul votre cours, les élèves s'amusent. » Ah bah, si les élèves s'amusent, c'est forcément que le cours est mauvais. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, je ne veux pas jeter la pierre aux inspecteurs, c'est la structure qui veut ça. Je suis structuraliste, j'essaie pas d'accabler les gens, j'essaie d'accabler les structures. Mais si votre structure est opposée à votre culture, elle va bouffer votre culture.
Et si vous aviez déclaré une culture de l'épanouissement qui dit à l'école, je veux que les gens soient épanouis pour être libres, heureux, indépendants et être des trésors pour l'humanité, donc la société. Parce qu'un élève qui est un trésor pour l'humanité va être un trésor pour la société, va être un trésor pour la République. Ah oui, mais si votre structure, elle dit, d'accord, c'est bien mignon, mais un prof épanoui qui est aimé de ses élèves, moi, je ne vais pas lui mettre une bonne note. Ou en tout cas, la probabilité, c'est pas marqué dans les textes. Hein. C'est le fonctionnement. Une structure, vous la jugez à son fonctionnement, pas à son code, hein, pas à ses textes. C'est très important. Une structure, on la juge à son fonctionnement, pas à son texte. Jésus, il a dit, j'ai jugé l'arbre à ses fruits. Il n'a pas dit, j'ai jugé l'arbre à son ADN, si vous voulez, hein, ou à ses parents. Et j'ai jugé l'arbre à ses fruits. Une structure, vous la jugez à son fonctionnement, pas à ses textes. Si les textes disent, oui, on veut absolument mettre l'épanouissement au cœur du projet éducatif, vous vous en foutez complètement. Vous regardez juste si ça marche ou pas dans le fonctionnement. La méthode scientifique, quand elle est trop académisée, ça devient un problème. La méthode ingénieuse, elle ne devrait pas être académisée. Ça, c'est ma grande théorie. Dans la méthode ingénieuse comme mode de recherche, Nikola Tesla, Léonard de Vinci, l'innovation, il ne faut pas l'académiser. La méthode ingénieuse, vous pouvez l'utiliser pour former des apprentis qui vont répliquer des ponts. Là où il faut des notes, il faut l'académiser. Mais si vous utilisez la méthode ingénieuse pour résoudre des problèmes qui n'ont jamais été résolus et pour créer des solutions nouvelles à l'humanité, il ne faut surtout pas encadrer ça par un diplôme, surtout pas. Et c'est ce que je vous ai dit avec l'effet de surjustification. Vous vous rappelez les punaises, là, hein, quand on met une récompense aux gens pour une tâche créative, ils sont moins performants. Luca! Bueno! Pignouf! Mais moi, avoir des écoles qui rendraient des services à la collectivité dès le début, vous savez, au Japon, les élèves doivent nettoyer la classe. Des écoles qui fonctionnerait au moins un peu. Alors, au début, on n'a qu'à commencer par des écoles pilotes. Je ne vous dis pas de prendre toute l'éducation nationale et de la transformer comme ça. Ouvrez quelques écoles pilotes, si possible avec des pupilles de la nation, avec des élèves en difficulté, avec des élèves d'orphelinat, etc. Ouvrez une école pilote où vous allez retaper des ruines, transmettre la culture française, travailler un peu la terre, faire du théorique par-dessus, bien entendu, mais faire en sorte que les élèves délivrent des services à la collectivité. Si possible aussi, dès qu'ils ont atteint un certain âge, des services d'innovation. Parce que oui, des enfants sont capables d'innover, c'est exact. Jack Andraka, Esther Ocadet, tous ceux que je vous ai montrés, l'ont démontré. On peut résoudre des problèmes à un âge, pour la collectivité, je veux dire, hein, des problèmes que personne n'avait résolus. Et quand vous mettez l'intelligence artificielle là-dessus, alors je vous en parle même pas. Ayana banana iguana chipolata. J'avais écrit dans Le Point à l'époque que Alain Passard devrait être ministre de l'Agriculture. Son idée, c'est que tout ce qui sort de la terre devrait avoir une version grand cru. Et bien ça, c'est le retour au modèle agricole abbatial. On a fait ça que pour le raisin. On a fait ça pour quelques exceptions. Vous avez la reine Claude, vous avez la tomate de Pachino en Sicile qui pousse sur les flancs de l'Etna, meilleure tomate du monde. Mais lui a dit, tout ce qui sort de la terre, il faut qu'il y ait quelque part en France un type qui en fasse la version grand cru. Tout, le topinambour, ce que vous voulez, la pomme, je m'en fous. Il faut créer une culture nationale de l'excellence agricole. Au Moyen-Âge, il y avait plus de 1000 variétés de pommes. Les pommes, génétiquement, viennent du Kazakhstan. Peu de gens savent ça, mais la carotte, ça vient d'Afghanistan, le raisin, ça vient d'Arménie, le poulet, ça vient d'Indochine, et la pomme, ça vient d'une vallée du Kazakhstan. Et dans cette vallée, il y a encore des pommes qui ont un goût de réglisse, par exemple. Il y a plein de goûts différents. Et aujourd'hui, on a tout standardisé. Eh bien, je vous assure que je suis convaincu philosophiquement, je ne vais pas argumenter, c'est juste un point de vue, que si on augmente la diversité vivrière, on va aussi augmenter la diversité intellectuelle. C'est juste une opinion personnelle. Surprenez-moi. Et puis, culture nationale. Alors, il y a un gars que j'aime beaucoup, c'est Yazid Hichem Rahene, meilleur pâtissier de France. À la DAS, parent adoptif, jeune délinquant. Et aujourd'hui, il fait le tour du monde comme un des meilleurs pâtissiers de France. Et il y a eu un excellent film sur lui, À la Belle Étoile.
Il y a quoi besoin de parler d'identité nationale quand vous avez quelqu'un d'origine maghrébine qui kiffe tellement votre culture qu'il a décidé d'en devenir un ambassadeur à l'international? La question d'identité nationale se pose même plus. Le type, il va porter vos couleurs dans des compétitions de pâtisserie avec le Japon et le Brésil. C'est bon, là, on n'en est plus à la question d'identité, là. Parce que la culture, ça bouffe la stratégie au petit-déj. Et que la culture enfante l'identité. Mais l'identité enfante pas forcément la culture. Si vous avez une école qui transmet la culture nationale en montrant l'excellence dans le cas français pour l'intégration, l'excellence de la culture française, elle est réelle. La France a un patrimoine culturel qui est remarquable. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où. Donc la méthode ingénieuse, c'est essai-erreur, correction-reproduction. Vous adoptez la méthode ingénieuse quand vous faites beaucoup d'erreurs. Or, l'école déteste l'erreur. Thomas Edison et Nikola Tesla avaient un niveau éducatif académique faible. Mais ils faisaient plein d'essais-erreurs par jour. Faire des essais-erreurs, c'est la meilleure façon d'apprendre. Un bébé, il apprend à marcher en faisant des essais-erreurs. Au passage, les IA aussi. Les IA, c'est comme ça qu'elles apprennent, elles font des essais-erreurs. Donc, il faut centrer notre éducation sur la méthode ingénieuse. Et il faut orienter la structure pour qu'elle soit capable de livrer ce service. Pour l'instant, la structure, elle déteste l'erreur. Elle déteste l'erreur. Il ne faut pas échouer à l'école, c'est très mal d'échouer. Il ne faut pas faire d'essais-erreurs. Il n'y a pas de place dans notre école actuelle pour l'essai-erreur. Et la persévérance, bien sûr que ça devrait être enseigné à l'école. Quentin Tarantino, gérant de vidéoclub pendant 8 ans, il m'a dit pendant 8 ans tout a foiré. Il explique ça très bien. Il dit, pendant 8 ans j'ai tout foiré. La 9e année, j'ai écrit un scénario. Il y a Harvey Keitel qui l'a lu, qui a décidé de le financer. Ça a donné Reservoir Dog. Il a percé comme ça. Harrison Ford, il était charpentier. Et pareil, il a pu tenir 10 ans parce qu'il était charpentier. Il voulait devenir acteur. Il n'est pas devenu par hasard. Il voulait. Mais il était charpentier, il installait des portes chez Francis Ford Coppola, et Francis Ford Coppola lui a fait lire le scénario de Star Wars. Vous savez, une lecture de scénario, c'est quand vous avez quelqu'un qui joue un personnage, mais juste en le lisant, pas en le jouant. Et il l'a mis à une table, il a dit, bah tiens, tu prendras le rôle de Han Solo. Et ça a lancé sa carrière. Mais pourquoi il était là ? Pourquoi il a eu le rôle d'Han Solo ? Parce qu'il était charpentier. Et il a dit, je pense que c'est un bon credo, vous continuez jusqu'à ce que vous soyez aussi proche de la perfection ou du bien que le temps et la patience vous le permettent. C'est la définition de la méthode ingénieuse. La définition. Alors certes, on appelle ça le biais du survivant en sciences cognitives. On dit, ah oui, tu nous parles que des gens qui ont réussi. Bah oui, mais les gens qui ont réussi, c'est ceux qui ont persévéré. Et c'est quelque chose que l'école doit nous apprendre. Et surtout pas nous dire, n'essaie même plus, tu n'es pas fait pour ça, arrête ça. Surtout pas. Ok, vamos. Et l'antifragilité, dernière grande leçon que l'école devrait nous apprendre. Hokusai, les gens connaissent son œuvre principale, sa Joconde. Et en effet, il a inspiré Van Gogh et Gauguin. Mais les gens ne savent pas qu'il a fait la grande vague de Kanagawa en étant ruiné, en ayant eu un AVC, en ayant été frappé par la foudre et en ayant dû tout réapprendre. Tout. Il est frappé par la foudre et il a un AVC, donc il ne sait plus dessiner, il réapprend tout. Ben là, vous vous dites, attendez, à plus de 60 ans, à tout réapprendre en étant ruiné, il n'y a aucune chance que son œuvre majeure soit postérieure à tous ces événements. Eh bien si. L'œuvre d'Hokusai, qui est son œuvre majeure, date de cette période-là. Ça, c'est l'antifragilité, et c'est une conséquence de la persévérance. Et enfin, la dernière des vertus cardinales, la sagesse. On ne peut pas structurer Diogène. La seule structure de la voix de Diogène, c'est le cœur.
c'est l'intérieur. C'est la seule. Eh bien, les Chinois ont eu exactement la même chose que Diogène et Platon. Ils ont eu Confucius et Lao Tse. Le Parti communiste chinois utilise Confucius comme représentation des vertus cardinales de l'identité chinoise. C'est Platon. Mais Lao Tse, c'est Diogène. Eh bien, il a rencontré Confucius et il a complètement bouleversé son système de pensée. Et quand Lao Tse rencontre Confucius, il renverse complètement son modèle de pensée, exactement comme Diogène a renversé le modèle de pensée de Platon, en se foutant de lui, en lui disant « Regarde, ton modèle académique orthodoxe, l'IA va faire la méthode académique mieux que les académiques et c'est pour ça qu'elle nous terrifie. » Mais derrière la mort d'Homo academicus, vous avez une renaissance autour de la sagesse. Et quand le système de pensée de Confucius meurt, et Confucius lui-même le dit, face à Lao Tse, Confucius dit « Si je devais vous expliquer ce que la rencontre avec Lao Tse m'a apporté, je vous dirais que un oiseau qui vole, on peut l'abattre. Un animal qui court, on peut le tuer, on peut le capturer. Mais un dragon qui est dans les sphères célestes, personne ne peut le capturer. » Et Lao Tse, c'est un dragon, et il m'a emmené dans les sphères célestes. Eh bien, en conclusion, l'IA va capturer ceux qui courent, ceux qui volent, mais ce qui est dans les sphères célestes, elle ne va pas y parvenir selon moi. Et c'est là-dessus qu'on doit centrer le futur de l'éducation. Je vous remercie beaucoup. Don't worry, Brian. There's a better way to watch movies.